Bonjour à toutes et à tous. Donc, ravi de vous accueillir effectivement en Bretagne. Les choses ont été décalées dans le temps et voilà, c'est dommage, mais la ténacité associative, on connaît à l'AFM Téléthon, mais vous connaissez aussi à CMT France. Donc, qu'à cela ne tienne, par la fenêtre ou par la porte, les gens viendront à Saint-Malo. En plus, on a commandé le beau temps, donc on a une réputation à tenir. On est très content de vous accueillir avec le ciel bleu, le soleil, la pleine lune et un gros coefficient de marée. Donc voilà, il y a tout pour vous aujourd'hui, sauf la présidente de l'association, effectivement, Laurence Thienot-Herman. Moi, je suis donc Marie-Hélène Bunel, je suis directrice du service régional Bretagne. Et du coup, je vais parler du service régional Bretagne, mais je vais vraiment parler aussi de ce que les services régionaux répartis sur toute la France peuvent proposer en termes d'information, de soutien et d'accompagnement. Je ne suis pas toute seule des services régionaux, puisque j'ai deux collègues à moi, référentes parcours de santé, que je vois au fond de la salle, Sylvie Faure et Nadège Guillois, que certaines personnes qui sont ici connaissent certainement, et mon collègue directeur du service Champagne-Ardenne, Yann Prudhomme. S'il n'y en a pas d'autres qui sont arrivés après, c'est bon, je ne voudrais pas oublier quelqu'un. Donc, je vais démarrer. AFM Téléthon, donc 1958, création de l'association, une association loi 1901. Comme CMT France, une association de malades et de familles. C'est vrai que c'est aussi la composition de notre conseil d'administration, soit des gens concernés, soit des frères d'eux, des sœurs d'eux, des parents d'eux. Voilà, des gens concernés de très près et qui ont comme objectif le combat contre les maladies génétiques rares et invalidantes, les maladies neuromusculaires. Donc c'est une association peut-être à la différence de CMT France qui regroupe des bénévoles et des salariés. Et c'est vrai que c'est, je dirais, une stratégie commune que nous menons dans l'intérêt des malades. Alors, il va se passer quelque chose ? Ah non, bon. Donc 3 missions pour l'AFM Téléthon, guérir, aider, communiquer. Donc dans la mission guérir, bien sûr, il y a toute la partie recherche, développement, mise à disposition de thérapies innovantes. Aujourd'hui, les choses bougent énormément. C'est vrai que le premier Téléthon 1988, on était beaucoup sur de la recherche fondamentale. Les choses ont beaucoup bougé. Il y en a encore parce qu'on est loin d'avoir tout compris. Aider, c'est aider les personnes malades. Alors dans le champ des soins, de l'accompagnement et de la citoyenneté, c'est vrai que rien ne sert de se soigner si ce n'est pour avoir sa place, comme je dis, dans la vraie vie. Donc du coup, voilà, il ne faut pas perdre de vue cet objectif-là. Et puis communiquer, c'est une mission aussi super importante parce que tout ce que l'AFM capitalise comme information, ça n'a d'intérêt que si ça revient vers les familles, vers les professionnels, les décideurs, le grand public. Et ça, c'est vraiment très important. Et quand on parle du grand public, c'est aussi le devoir de transparence qu'on a dans le cadre du Téléthon qui existe depuis maintenant 1987. Et pour qu'il ait duré aussi longtemps, il faut que les gens nous fassent confiance. Et pour faire confiance, il faut dire ce qu'on fait de l'argent qu'on récolte. Donc voilà, ça c'est aussi un principe super important. Donc ce que je vous propose, c'est de détailler un petit peu ce qu'on appelle le réseau aidé, parce que c'est quand même la partie que je connais le mieux. Donc il vaut mieux rester dans son domaine. Donc, la diapo suivante. Merci, super. Donc, en fait, l'ensemble du territoire est couvert. On a 16 services régionaux. Je pense qu'un certain nombre d'entre vous les connaissent. Il y a quelquefois des antennes, parce qu'il y a des régions administratives en plus qui ont été largement élargies depuis quelque temps. Il y a 69 délégations qui sont les entités départementales qui regroupent plutôt les personnes qui sont adhérentes ou sympathisants à l'AFM Téléthon. Et un certain nombre de personnes concernées par les CMT sont aussi sur des délégations AFM. Il y a 9 groupes d'intérêt sur différentes formes de maladies neuromusculaires. Et bien sûr, il n'y a pas de groupe d'intérêt sur les CMT puisqu'il y a votre association CMT France qui se charge d'un large travail, en particulier sur tout ce qui est la partie communication, centralisation de tout ce qui est les informations médicales, les livrets de prise en charge, les livrets d'auto-rééducation, plein de choses que vous connaissez bien, que CMT France travaille, produit et que nous, service régional, on a aussi le plaisir de distribuer quand on rencontre des personnes qui s'adressent à nous.
Donc, je veux bien la diapo. Super. Donc, services régionaux mis en place en 1988. Donc, on commence à être grand, si je puis dire. Juste après le premier Téléthon, c'est vrai que c'était, je dirais, facile, entre guillemets, pour l'AFM de mettre en place ces services-là parce qu'elle avait déjà depuis un certain temps bien identifié quelles étaient les difficultés auxquelles les gens étaient confrontés et que du coup, ce premier Téléthon a enfin apporté les moyens d'aller, je dirais, sur le terrain de la recherche et sur le terrain de l'aide aux malades. Donc la Bretagne a fait partie des 6 premiers services régionaux qui ont été mis en place. Donc on a un petit peu d'ancienneté. Donc sur la Bretagne, on est 7 professionnels. Donc j'en suis la directrice depuis le départ. Et je vais bientôt m'arrêter d'ailleurs, une assistante et 5 référents parcours de santé. Et on prendra le temps de détailler un petit peu justement les missions des référents parcours de santé. Donc qu'on appelle un peu communément, même si ce n'est pas très élégant, RPS, parce que référent parcours de santé, c'est un petit peu long. Donc en fait, ce sont à l'origine des professionnels du domaine médico-social ou sanitaire qui sont formés aux maladies neuromusculaires et à leurs conséquences. Alors quand on dit formé à l'AFM, ça veut dire qu'il y a environ un cursus de 2 ans où il y a un travail d'information sur la connaissance des maladies neuromusculaires, l'impact de ces maladies-là, les spécificités génétiques, l'impact psychologique, et puis il y a tout un tas de choses sur les aspects législatifs, l'accès aux droits, enfin voilà, plein de domaines différents. Donc ce sont des professionnels qui ont la particularité d'être, pour en tout cas le service régional en direction des personnes malades, un interlocuteur que l'on veut unique et qui a cette possibilité d'aborder la globalité des conséquences de la maladie. Donc le référent parcours de santé, quand vous allez le rencontrer, si vous sollicitez un service régional, il va pouvoir partir avec vous de la connaissance de votre forme de maladie spécifique. Est-ce que justement le diagnostic d'ailleurs est finement posé ou pas? On sait que pour vous c'est aussi très souvent une complexité particulière, mais ça va être aussi la prise en charge, ça va être la question spécifique de la douleur et ça va être de balayer, j'ai envie de dire, globalement un petit peu tous les champs. Ça peut aussi bien être l'accès aux droits que l'autonomie de déplacement, que l'impact sur la scolarité, que l'impact sur le professionnel, et de voir avec vous quels sont les champs dans lesquels voilà, vous rencontrez éventuellement un besoin d'information ou de soutien pour voir avec vous quelle complémentarité on peut apporter peut-être par rapport à ce que vous faites déjà ou par rapport à ce que des professionnels qui vous accompagnent vous proposent déjà comme accompagnement. Donc voilà, l'idée aussi, c'est que donc ça explique vraiment la notion de référent. La notion de parcours, c'est qu'à partir du moment où vous sollicitez un service régional, vous faites partie, si je puis dire, de notre file active de personnes. Et même si vous ne revenez pas systématiquement vers nous à échéance un peu régulière, parce qu'il peut ne pas y avoir de besoin, ou on peut être sorti de votre champ de vision, ça arrive. On n'hésite pas à renvoyer de l'information quand il y a des événements qui peuvent être importants ou quand il y a des sujets qui sont vraiment transversaux à toutes les personnes. Par exemple, on travaille quelquefois sur vivre avec une maladie invisible. C'est vrai que voilà, ça peut concerner plein de gens concernés par des maladies neuromusculaires. Et du coup, voilà, on est aussi force de proposition vers les personnes, même si elles ne viennent pas vers nous. Et santé, c'est vraiment santé au sens large, au sens de l'OMS, c'est-à-dire que c'est le soin, mais c'est aussi la vie sociale, c'est aussi tout ce qui fait qu'on peut avoir de bonnes raisons de se lever le matin. Qui pouvons-nous accompagner? Donc du coup, toute personne concernée par un diagnostic de maladie neuromusculaire, c'est notre champ tel qu'il nous a été défini par le conseil d'administration de l'AFM Téléthon. Des adultes et des enfants. Ça, c'est vraiment aussi une particularité des services régionaux sur laquelle l'AFM a été très attachée.
On connaît aussi bien des bouts de choux pour lesquels le diagnostic est posé à quelques mois que des personnes qui sont concernées par un diagnostic qui apparaît, enfin la maladie elle était peut-être apparue plus tôt, mais un diagnostic qui peut être posé à 40, 50, 60 ans. Il y a une telle diversité de maladies neuromusculaires qu'effectivement, allez, je ne vais pas dire que c'est comme Tintin 7 à 77 parce que c'est plus que Tintin puisque c'est avant 7 ans et ça peut être encore pour certains un petit peu après 77 ans. Donc juste 2 chiffres parce que c'était vraiment pas l'idée de vous abreuver de chiffres. Je suis revenue vers ma collègue au niveau national qui gère notre logiciel, qui fait que voilà, on a un dossier par personne qu'on accompagne bien sûr. Et donc du coup, à l'heure actuelle, au niveau de l'ensemble des services régionaux, on connaît 1739 personnes qui sont identifiées par une maladie, par des maladies de Charcot-Marie-Tooth. Une très large majorité d'adultes, mais comme dans les autres pathologies neuromusculaires, hein, puisqu'il y a 212 enfants. Alors enfants 0-19 ans, bon, j'aurais pu mettre enfants, adolescents, jeunes adultes, parce que quand même, je sais qu'il y aura quelque chose pour le groupe jeune cet après-midi, donc si je dis les enfants 0-19 ans, je vais peut-être me faire siffler. Avec un diagnostic posé ou en cours d'élaboration, c'est vrai que je l'ai précisé comme tel parce que c'est clair qu'au jour d'aujourd'hui, les moyens techniques permettent d'affiner de plus en plus les diagnostics et donc du coup, c'est pas toujours facile pour les gens d'être sûrs du diagnostic dont ils disposent à un temps T parce que les choses peuvent encore bouger, évoluer et donc du coup, pour nous, ce qui est important, c'est que voilà, les personnes soient en capacité de nous dire on est bien dans le champ d'une maladie neuromusculaire, d'une forme de CMT qui reste à définir, à préciser. Et on sait que c'est voilà, important cette étape-là aussi. C'est pour ça qu'on dit diagnostic posé ou en cours d'élaboration. Nos modalités d'interpellation. Alors, de façon, je dirais, très largement majoritaire, c'est à la demande directe des personnes malades elles-mêmes et ou de leur famille, bien sûr. C'est vrai que c'est important pour démarrer quelque chose ensemble. Et du coup, voilà, c'est quelque chose auquel on tient. Alors, au jour d'aujourd'hui, la majorité des contacts se font par téléphone, par mail aussi. C'est tout à fait possible, directement au service régional de votre région ou en passant par l'AFM Téléthon à Évry, qui a un numéro, je dirais, une ligne accueil famille et qui, à partir du moment où quelqu'un s'adresse à l'AFM nationale, les appels nous sont forcément redispatchés dans les régions et on part du principe que quand les gens se sont adressés une fois à l'AFM, ils ne savaient pas forcément si c'était la bonne porte ou pas, peu importe, c'est nous en région qui revenons vers les personnes quand elles sont sur notre territoire. Les gens peuvent aussi s'adresser à nos réseaux de bénévoles, les délégations et l'appareil. En général, ça revient vers nous. Donc, je serais tentée de dire que c'est vraiment une interpellation simple. Alors, simple dans ses modalités, même si on perçoit très très bien que la démarche n'est pas forcément aisée et que de demander aux gens de s'adresser à nous, c'est aussi demander de franchir un pas. Et voilà, ça nécessite quelquefois un peu de temps, un certain cheminement, mais voilà, sachez que vous serez toujours bien reçus. Il n'y a pas d'orientation administrative, ça j'allais dire dans le dédale de la simplification administrative française, en cours, non abouti. C'est précieux que de ne pas avoir à commencer par demander par exemple une orientation à la MDPH. C'est pas un gros mot la MDPH, hein. Maison départementale des personnes handicapées, mais il peut y avoir du délai. Et c'est vrai que forcément, c'est pas le plus simple. Donc, il n'y a pas besoin de cette orientation-là, ni d'un certificat médical, ce qui est quand même un petit peu plus facile autrement en théorie à obtenir. Et dans nos modalités de travail, on propose volontiers, si les personnes en sont d'accord, une rencontre au domicile, ce qui permet effectivement d'organiser un temps qui dure en moyenne 1h30, qui permet vraiment, au vrai sens du terme, de faire connaissance, c'est-à-dire qu'on prend le temps de se présenter et de dire qui on est, comment on travaille, et on prend le temps aussi que la personne qui nous sollicite se présente, dise où elle en est,
ce qu'elle attend et qui elle connaît peut-être déjà d'autres en termes de soutien. Et c'est vraiment à partir de cette première rencontre qu'on définit ensemble les sujets de première intention sur lesquels on va peut-être pouvoir démarrer de l'information ou de l'accompagnement. Donc du coup, voilà, la mission, je l'ai détaillée un petit peu après. Comme je ne parle pas forcément en lisant, je peux être un peu en avance. Vous accompagner dans votre parcours de santé tout au long de votre vie, quel que soit votre âge, dans l'élaboration et la mise en œuvre du projet de vie, en renforçant l'autonomie en santé. Alors ça, c'est un peu du jargon, hein, renforcer l'autonomie en santé, c'est du médico-social. Ça veut tout simplement dire qu'on essaye de faire en sorte d'être dans un grand respect du cheminement des personnes et de la façon dont elles veulent faire avancer leur situation. Et d'essayer de faire en sorte que les ressources dont chacun dispose, il puisse les mettre en œuvre pour avancer pour lui-même. Nous, on vient en soutien. Et du coup, ce soutien, effectivement, il passe souvent par de l'information, parce que l'information, c'est quand même un petit peu le nerf de la guerre, et que aller la chercher n'est pas toujours facile. Donc nous, on est un peu, entre guillemets, le GPS de l'information, le GPS de l'orientation. Si on peut faire gagner du temps, si on peut éviter de se faire claquer des portes au nez, c'est pas mal. Soutenir, parce que quelquefois, justement, quand on a fait déjà des démarches et que ça n'a pas marché, ou qu'au contraire, on a même été déçu des démarches, pour recommencer, c'est pas évident, hein, un chat échaudé craint l'eau froide. Et puis après, accompagner, parce que là encore, en fonction des besoins de chacun, la nécessité de se revoir, de faire des dossiers ensemble, de prendre le temps de discuter, d'échanger, ça fait partie de ce qu'on peut faire. Parce que j'ai dit une première visite à domicile, mais c'est vrai que ça, c'est vraiment le tenter de la prise de contact. Après, il peut y avoir d'autres visites à domicile, bien sûr, en fonction de ce qui est à travailler ensemble. Il peut y avoir du téléphone, il peut y avoir des mails. On a découvert la visioconférence. Donc, je ne vous dis pas, de la visio, c'est formidable. Donc voilà, le parcours de santé, donc, il se décompose en 3 grands domaines: parcours de soins, parcours de vie quotidienne et compensation, parcours de vie sociale et relationnelle. Ça, c'est les 3 domaines que nous, on pense avoir identifiés. Et du coup, j'ai essayé de détailler un petit peu pour que vous ayez une représentation la plus fine possible de ce qu'on met dans chacun de ces domaines-là. Donc, bien sûr, parcours de soins, on est sur la maladie et ses conséquences, le diagnostic, la recherche et les essais. Alors la recherche et les essais, c'est vrai que c'est des champs qui sont complexes, où on est modeste dans ce que nous, on peut apporter comme information. Mais voilà, on sait aussi renvoyer vers peut-être du coup effectivement CMT France, puisqu'il y a des gens qui sont vraiment en veille sur justement la recherche et les essais, comment ça avance. On renvoie aussi vers des médecins qui sont pointus, les généticiens qui connaissent souvent quand même bien les choses, les consultations spécialisées et le réseau de prise en charge. L'information de notre réseau de votre réseau, il y a une petite faute là, c'est pas notre réseau, c'est le vôtre, de professionnels sur la maladie et ses conséquences. Ça, on essaye aussi de faire en sorte que justement toute la documentation précieuse que CMT France réalise, elle rayonne sur les professionnels qui sont autour de vous, qui vous accompagnent. C'est vrai que les CMT, comme bon nombre de maladies neuromusculaires, sont des maladies rares. Et du coup, la contrepartie de ça, c'est qu'elles sont mal connues. Mal connues, c'est sûr et certain, de nombre de généralistes, quand vous avez la chance d'en avoir un petit peu plus connu des neurologues. Mais voilà, on reste sur des maladies rares. Donc effectivement, diffuser la documentation, ça fait partie aussi de ce qui peut être aidant en direction des kinés, en direction d'un certain nombre de professionnels comme ça. Et puis du coup, pour ça, on est vraiment autour du parcours de soins dans le partenariat avec les centres de référence, les centres de compétences qui font partie de la filière Philnemus. Je ne connais pas le professeur Charamatarian, mais je l'ai entendu citer, donc voilà. En Bretagne, on a la chance d'avoir un centre de référence qui est à Brest,
avec une consultation enfant et une consultation adulte qui est au centre Élio-Marin de Peraridi à Roscoff. Et puis on a 3 autres lieux qui sont identifiés comme centres de compétences à l'hôpital de Pontchaillou à Rennes avec une consultation enfant, une consultation adulte et puis 2 consultations sur le Morbihan, Vanaurais, qui font certaines consultations adultes, certaines consultations enfants. Donc voilà. Il y a des liens aussi qui sont facilités dans le cadre de ces centres de référence et centres de compétences avec des professionnels qu'on appelle les CPM, les coordinatrices paramédicales. Alors on le dit au féminin parce qu'il se trouve qu'en Bretagne, c'est des femmes, Madame Daveux pour Pontchaillou et puis Madame Genot pour le Finistère, la consulte enfant, et Madame Pless pour la consultation de Roscoff. Et du coup, voilà, elles sont vraiment, ces coordinatrices paramédicales, la porte d'entrée aussi pour avoir accès aux médecins et poser toutes les questions qu'on peut avoir à poser. Donc voilà ce qui est du registre du parcours de soins. Après, on a parcours de vie quotidienne et compensation. Donc là, on a peut-être moins détaillé, mais c'est vrai qu'il y a pour autant beaucoup de choses. Le premier point qui rejoint celui dont je parlais tout à l'heure, où c'est vraiment déterminant d'être bien informé, c'est l'accès au droit. Notre système, il n'est pas facile. Et du coup, pour beaucoup d'entre vous, par exemple, compléter un dossier MDPH, qu'est-ce qu'il faut exactement demander ? Si on demande quelque chose, est-ce qu'on sera dans une obligation de mise en œuvre ? Enfin, voilà, je pense que sur l'accès au droit, il ne faut vraiment pas hésiter à solliciter un service régional pour être soutenu et accompagné. Il y a des points qui sont cruciaux dans les dossiers MDPH, c'est les certificats médicaux. En fonction de ce qui est noté dans le certificat médical, ça peut quelquefois rapidement faire barrage. Et du coup, c'est vrai qu'il faut un petit peu se méfier de ce qu'il y a parfois décrit dans les certificats médicaux. Donc voilà, on peut contribuer à attirer votre attention sur ces aspects-là. Dans l'accès au droit, ce qui n'est pas facile non plus, c'est tout ce qui tourne autour de la prestation de compensation aide humaine par rapport à l'autonomie. De quoi une personne a besoin, quelle est sa journée type, qu'est-ce qu'elle fait seule, ce pourquoi elle a besoin d'être aidée. En quoi la douleur peut être un élément qui normalement permet une majoration du temps d'accompagnement. Donc voilà, il y a vraiment beaucoup de subtilités qu'il n'est pas possible je pense, d'identifier et d'intégrer quand on fait son dossier tout seul, au début en tout cas. Après, vous pouvez tout à fait devenir expert dans ce domaine-là. Mais du coup, voilà, ça peut être intéressant de l'aborder ensemble. Ensuite, on a noté l'accès aux moyens de compensation technique et les financements. Moi, je mets vraiment les deux en même temps parce que ça ne sert à rien d'avoir une bonne préconisation si au bout du compte, on ne peut pas l'acquérir parce qu'on n'a pas les financements. Donc, les deux comptent. Donc, l'accès aux moyens de compensation technique, c'est vrai que c'est assez peu, je dirais, les référents parcours de santé qui sont dans une mise en œuvre directe. Par contre, on est dans l'information, on peut être dans l'accompagnement du cheminement. Quand on est en perte d'autonomie de déplacement, comment on peut compenser. Et puis, du coup, les financements, effectivement, quelles sont toutes les ressources, c'est le moment de le dire, pour financer des aides techniques. Sur ce petit point-là, juste un petit focus, parce que l'AFM Téléthon a une commission aussi d'accompagnement sur les financements pour un certain nombre de projets, que ce soit aide technique au déplacement, aménagement de véhicules, aménagement de logements. Donc dans le champ de ce que fait l'AFM Téléthon pour l'ensemble des personnes concernées par des maladies neuromusculaires, les personnes qui sont atteintes d'une CMT peuvent aussi solliciter des compléments de financement une fois qu'un certain nombre de réseaux ont été sollicités. Donc voilà, et du coup, je disais, les moyens de compensation, bien sûr, je les ai rapidement balayés, mais effectivement, c'est l'autonomie de déplacement, l'aménagement du logement, qui est vraiment un élément aussi complètement déterminant de la qualité de vie au quotidien. Être bien chez soi, s'y sentir en sécurité, bénéficier des adaptations de salle de bain ou de cuisine adaptées aux besoins de chacun, c'est vraiment déterminant. L'autonomie de déplacement, ça l'est aussi.
la conduite automobile. Alors on sait que c'est souvent un gros facteur de stress quand un médecin de rééducation commence à dire « Ah oui, vous conduisez encore Vous avez une boîte automatique Vous avez quel type d'aménagement Peut-être faudrait envisager une rencontre avec un médecin conseil de la préfecture. Je ne sais même pas si c'est un médecin conseil. Enfin bref, un médecin expert de la préfecture. On sait que ça génère de l'inquiétude parce que c'est précieux l'autonomie de déplacement, de pouvoir garder la conduite. Donc du coup voilà, ça c'est aussi un domaine qui nous paraît toujours intéressant et important à aborder avec vous. Alors parcours de vie sociale et relationnelle, après j'ai envie de dire globalement c'est un petit peu tout le reste. Vous voyez, le logement, il est là. Bon, j'en ai parlé plus tôt, c'est pas grave. Donc la vie familiale, la scolarité, bien entendu, pour les enfants et les jeunes. Mener une scolarité dans les meilleures conditions, le plus longtemps possible, avec les choix que la maladie te permet de faire ou tenter, et de se dire que au jour d'aujourd'hui, qui ne change pas d'emploi, qui ne bénéficie pas à un moment donné d'un reclassement. Donc c'est aussi des vrais enjeux entre la motivation d'un jeune pour une orientation et puis quid de l'évolution de la maladie. On verra, peut-être qu'il faut quelquefois réfléchir au tenter à 10 ans et puis après on verra ce qui se passe et s'il y a des choses à retravailler. Les loisirs, parce que ça fait aussi partie de ce qui est important. Alors là, pour l'année 2021 et 2022, la FM Téléthon, par exemple, a engagé un partenariat avec la Fédération nationale handisport. Donc voilà, ce n'est pas encore développé sur toutes les régions parce que c'est un petit peu expérimental. On l'a testé sur la Bretagne. On a bientôt fait une rencontre avec les familles sur tous les départements, les 4 départements. C'est vrai qu'il y a pas mal de gens avec une CMT qui nous ont rejoints sur ces thématiques-là. C'est vrai que c'est intéressant, la question de en quoi l'activité physique est aussi quelque chose d'utile, voire d'agréable, voire favorise aussi du lien social. Voilà, il y a plein de leviers intéressants dans cette dynamique-là. Et puis après, on a noté le répit, parce que c'est vrai que c'est une préoccupation aussi constante pour l'association, que de se dire à un moment donné, le répit, les vacances, ça fait partie de la vie. Alors, il y a aussi le répit que nous, on qualifie le répit des aidants. Et c'est vrai que quelquefois, quand un aidant familial est beaucoup mis à contribution, c'est aussi quelque chose qui mérite d'être discuté, d'être parlé et peut-être d'être réfléchi avec est-ce que ça convient bien, est-ce qu'il y aurait besoin d'un peu de soutien extérieur, comment tous ces sujets-là, on peut les aborder. Alors après, j'ai détaillé un tout petit peu ce qu'on peut appeler dans les services régionaux l'accompagnement individuel et l'accompagnement collectif, puisqu'on a une dimension associative forcément forte. Donc l'accompagnement individuel, il est ajusté en fonction des besoins, du moment et du cheminement de chacun. Moi, je dis toujours, c'est un accompagnement à géométrie variable. Il n'est pas constant dans le temps. Il est à articuler régulièrement en fonction des besoins. En complémentarité du réseau de prise en charge, c'est vrai qu'on n'est pas tout seul, heureusement, à exister sur le terrain, à pouvoir accompagner les personnes en situation de handicap. Il y a des services de soins à domicile pour les enfants. Il y a des services d'accompagnement à la vie sociale pour les adultes, avec des dimensions plus ou moins médicalisées. Et donc, du coup, en fonction de la présence ou pas de ces interlocuteurs-là, nous, on se cale. Voilà, on s'articule. Et puis du coup, dans ce cadre-là, on est aussi beaucoup sur la diffusion de ce que j'évoquais tout à l'heure, les supports d'information AFM Téléthon et CMT France. CMT France, c'est vraiment très axé sur la maladie. Et l'AFM Téléthon, dans sa mission communiquée, elle existe énormément de documents qu'on appelle des fiches repères, qui sont vraiment à destination des personnes et de leurs familles sur énormément de thématiques. Ça va de la douleur à l'aspect prise en charge orthopédique, à la prise en charge nutritionnelle. Enfin, il y a vraiment beaucoup de domaines qui sont abordés, du coup qui sont, on va dire, généralistes par rapport aux pathologies neuromusculaires, mais qui sont thématiques et qui peuvent quand même être tout à fait pertinents.
Voilà pour l'accompagnement individuel. Et puis après, il y a la dimension que nous, on qualifie d'accompagnement collectif. Donc du coup, on est aussi, en tant que service régional de professionnels, force de proposition, de rencontres collectives, par thématique ou par, je dirais, groupe de pathologie. Donc par groupe de pathologie, c'est vrai qu'on l'a eu fait avec des collègues de CMT France en région Bretagne. Je dis on l'a eu fait parce que ça commence à remonter un petit peu. Donc voilà, peut-être que ça sera à réinitier. Donc des rencontres ou des propositions de visioconférence, puisque voilà, d'une situation, je dirais, catastrophique et contraignante, on a quand même appris un certain nombre de choses. Donc on réalise que la visioconférence peut être aussi un outil vraiment très intéressant pour les gens qui sont à l'aise avec l'outil un peu informatique et que ce mode-là de communication ne gêne pas, parce que c'est vrai qu'il économise de la fatigue, il économise le temps de déplacement et que du coup on peut se permettre de proposer des thématiques sur 1 heure, 1 heure et demie sous ce format-là qui semble-t-il trouvent leur cible. L'idée c'est de ne pas faire tout en rencontre comme aujourd'hui ou tout en visio-conférence. C'est de se dire comment on peut associer tout ça pour panacher effectivement les propositions. Et donc du coup, récemment, on a fait des choses autour de vivre avec une maladie invisible, la douleur, pratiquer un sport adapté. Et du coup, tous les ans, on réinitie des choses qu'on a déjà fait ou on trouve de nouveaux sujets. Et ces nouveaux sujets, ils émergent parce que c'est vous qui les évoquez. Et à partir du moment où on a un petit groupe de personnes qui disent ça pourrait être intéressant, on essaye de créer quelque chose. Donc je ne sais pas si je suis dans les temps parce que je n'ai pas d'heure, mais j'arrive à la conclusion. C'est bien, Monsieur Tanès? 3 minutes et c'est bon? Nickel. Donc, en conclusion, contactez le service régional, peu importe la région où vous êtes. C'est bénéficier d'informations pour prendre ces décisions, et j'ai bien mis ces décisions SES, c'est bien les vôtres. Bénéficier d'un accompagnement quand vous le souhaitez, parce que du coup, voilà, vous pouvez nous réinterpeller quand vous le voulez. Et puis, j'ai rajouté aussi quand même si on est une équipe de professionnels, bénéficier de l'expérience de pairs pour partager ces questionnements, parce que nous, tout ce qu'on apprend aussi sur les pathologies, au-delà de ce qu'on trouve dans les livres, on l'apprend par vous, au travers des rencontres que l'on fait. Et du coup, on se permet, quand les gens nous le demandent, de vous mettre en relation les uns avec les autres. Alors, on parle bien sûr de l'association CMT France, mais quand quelqu'un nous dit « j'aimerais avoir des liens avec quelqu'un qui a à peu près ma maladie, qui se pose des questions sur l'aspect professionnel », on n'hésite pas aussi à faire ces propositions-là. Voilà.